Fin novembre, l'éditorialiste Jean-Marc Victory écrivait dans Les Échos: « Dans le monde où la dépendance peut engendrer la servitude, il est plus possible d'ignorer la géopolitique. » De géopolitique, il va être question avec notre prochain intervenant. L'environnement géopolitique mondial a brusquement et profondément évolué en cette année 2025. L'Europe subit des pressions économiques. Elles viennent de l'Est, la Chine, elles viennent de l'Ouest, des États-Unis. C'est un vrai sujet d'actualité. Quels sont les impacts de celles-ci, ces pressions, pour l'industrie basée en Lorraine? Et y a-t-il des similitudes entre les industries lorraines et nos voisins frontaliers? Joël Berger va nous parler de tout ça. Il est chef de file de l'Euro-accélérateur industriel Grande Région. Joël a passé une grande partie du début de sa carrière à la Commission européenne, où il fut coordinateur des réseaux Eurotech Capital. Puis, lors des 2 mandats de M. Jean-Pierre Massé à la présidence du Conseil régional de Lorraine, il fut tout d'abord directeur de cabinet, puis directeur des services de la région Lorraine. Aujourd'hui, il est conseiller stratégique auprès de Mme Valérie Debord, présidente du CE2IM. Joël, c'est à toi. Merci Hervé pour cette introduction. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'échanger avec vous sur un sujet d'actualité brûlante qui concerne l'avenir économique, je parle un peu après là, de la grande région face au bouleversement du commerce mondial. Ce contexte économique mondial a radicalement changé. Fini le temps de ce qu'on pouvait appeler la mondialisation heureuse. Aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle ère, celle des guerres commerciales, des tensions géopolitiques, des ruptures technologiques qui transforment nos industries à une vitesse inédite. Aujourd'hui, une question centrale se pose pour nos territoires. Comment garantir notre prospérité et notre stabilité dans ce contexte fragmenté? Comment la grande région, ce territoire transfrontalier unique, unissant la Lorraine, le Luxembourg, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat et la Wallonie, peut-elle préserver sa souveraineté industrielle tout en construisant des chaînes de valeur transfrontalières résilientes? Dans un premier temps, nous allons poser un diagnostic global en analysant comment la nouvelle division internationale du travail se manifeste à travers le protectionnisme américain, l'adaptation chinoise et les vulnérabilités européennes. Ensuite, nous examinerons comment ces chocs externes affectent concrètement la grande région, son exposition asymétrique au marché extérieur, les tensions qui pèsent vous le verrez, sur 5 secteurs stratégiques et la concentration géographique de notre emploi industriel. Enfin, nous analyserons le décrochage économique de notre cœur transfrontalier Sarlor-Lux, les obstacles structurels à l'intégration et surtout les leviers d'action collective dont nous disposons pour construire une véritable résilience. Et ces 3 points vont nous amener à conclure que notre résilience devra nécessairement passer au niveau industriel par un renforcement accéléré de notre intégration transfrontalière. Comment le commerce international se restructure sous nos yeux? Le commerce international a été le moteur de la croissance depuis 1945. Aujourd'hui, ce modèle d'ouverture se fragmente radicalement sous l'effet des tensions géopolitiques. Nous assistons à un basculement profond marqué par la rivalité ouverte des grandes puissances américaines et chinoises et par les primautés des enjeux de souveraineté. Passons au diagnostic de cette rupture pour comprendre les défis qu'elle pose à l'Europe et à la grande région. Tout d'abord, un premier choc, ce retour spectaculaire du protectionnisme américain. Sur la figure de gauche, vous voyez que le protectionnisme américain n'est pas une invention récente. Dès 1791, le premier secrétaire d'État au Trésor, Alexander Hamilton, imposait des tarifs élevés pour protéger l'industrie naissante américaine contre les Anglais. Au 19e, ces protections ont culminé avec des droits de douane importants, avant que le pays ne s'oriente vers le libre-échange après la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis 2018, la doctrine que vous connaissez tous, America's First, réactive ces mécanismes sous une forme beaucoup plus agressive, où le commerce est désormais conçu comme un rapport de force qui renforce la souveraineté économique américaine avec l'augmentation des droits de douane. Et sur la figure de droite,
Vous voyez, le protectionnisme américain revient en force en 2025, avec les tarifs atteignant 19% en moyenne, contre 2,4% en 2024. Cette rupture transforme le commerce en une arme géoéconomique. L'arsenal juridique américain est aussi utilisé de manière agressive pour taxer les importations au nom de la sécurité nationale, plongeant tous les marchés mondiaux dans une incertitude durable et très préjudiciable pour l'Europe. Voyons comment maintenant ces menaces fragilisent nos secteurs de spécialisation. 20% vont aux États-Unis, ce qui est un niveau supérieur à celui du reste de l'Union européenne. La Wallonie, c'est 42%. La Sarthe, 31%. La Rhénanie-Palatinat, 22%. Ce sont les plus exposés. À droite, vous voyez les 5 secteurs clés dont j'ai parlé, qui sont la métallurgie, la pharmacie, l'automobile, la chimie et les machines-outils. Et elles sont directement ciblées. Tous ces secteurs représentent ensemble 82% de nos exportations vers les États-Unis. Et face à cette pression unilatérale, l'Union européenne a malheureusement été contrainte de signer l'accord de Thornbury, compromis majeur pour maintenir l'alliance stratégique et éviter une guerre commerciale totale. Cet accord, signé en juillet 25, marque un vrai tournant dans les relations transatlantiques. Il révèle une asymétrie très claire. L'UE cède sur ses principes commerciaux multilatéraux, en acceptant un tarif douanier plafond passant à 15%, en supprimant les tarifs douaniers sur les biens industriels américains, pour conserver, on le sait, le soutien militaire américain et obtenir des réductions de droits limitées, notamment pour le secteur automobile, par rapport aux annonces précédentes. L'engagement aussi de l'UE à acheter pour 750 milliards de dollars de produits énergétiques, à investir aux États-Unis plus de 600 milliards d'euros, dont 40 milliards pour l'achat de puces d'intelligence artificielle, témoigne de notre affaiblissement stratégique, où l'accès au marché américain s'achète maintenant au prix de concessions majeures. Ce rééquilibrage des flux commerciaux est lourd de conséquences pour l'UE et elle s'accompagne aussi d'une fragmentation accélérée du système mondial. Et comment maintenant la Chine utilise-t-elle ces faits à son avantage? À gauche, vous voyez que l'effet des tarifs douaniers américains a été immédiat. La part de la Chine dans les importations US a chuté brutalement. En réponse, la Chine a rapidement organisé ce qu'ils appellent le transbordement via des plateformes comme le Vietnam ou d'autres pays. Et à droite, on voit que la Chine a réorienté ses exportations vers l'Union européenne, devenant ainsi son premier débouché hors de la zone de l'Asie du Sud-Est. Et ce rééquilibrage crée donc une pression supplémentaire sur notre industrie européenne, qui doit gérer donc un afflux de produits chinois à bas coût sur ses marchés intérieurs, tout en subissant la tarification américaine. Et cette stratégie s'inscrit dans une tendance plus large, la fin de la mondialisation au profit de blocs d'influence. À gauche, la rivalité USA-Chine accélère la fragmentation à travers la relocalisation des chaînes de valeur au sein des blocs amis, qui devient la norme et que l'on dénomme le friendshoring. À droite, la Chine renforce ses propres alliances via les nouvelles routes de la soie. Elle a signé 150 accords partenariaux, ce qui représente 2/3 de la population mondiale à ce jour. Le commerce interbloc recule au profit des échanges intra-blocs. Cette fragmentation durable pose la question de la position et de la résilience de l'Union européenne dans ce nouvel ordre mondial. L'Europe souffre d'un décrochage structurel qui la rend donc plus vulnérable que jamais. À gauche, vous regardez l'écart du PIB de 31%, montre le décrochage de l'UE face aux États-Unis. Et à droite, le manque d'investissement explique l'atonie de notre grande région. L'effondrement de l'investissement international en Europe, moins 58% en 2024, plus 32% aux États-Unis, témoigne donc d'une perte de confiance dans notre modèle européen, affaibli par les tensions commerciales et la transition énergétique très coûteuse pour nos entreprises. L'Europe décroche en 25 en raison du triple peine, le manque d'investissement, sa dépendance à l'énergie et le taux de change. Pour l'investissement, l'Europe a, je l'ai déjà dit, du manque de confiance. À gauche, vous voyez la dépendance vis-à-vis de la Chine, notre première fournisseur de biens à hauteur de 17%, crée une vraie vulnérabilité stratégique. Et à droite,
Vous voyez que l'appréciation de l'euro face au dollar et au yen augmente en plus le coût de nos exportations, réduit les marges de nos entreprises, notamment dans l'automobile, la métallurgie, la chimie. Et cette situation exacerbe notre perte de compétitivité. Et face à la crise, l'Europe engage un virage défensif. Mais est-ce suffisant ? L'Union européenne a adopté récemment plusieurs initiatives visant la décarbonation, la relocalisation, ça c'est important, à travers un pacte pour une industrie propre, et le soutien aux filières stratégiques, notamment pour les plans automobiles et acier, qui ciblent directement nos filières locales, que ce soit en Sarre, en Lorraine ou en Rhénanie-Palatinat. Mais leur succès ne dépendra que de la mobilisation de ces fonds européens, de la modernisation de nos infrastructures et de la coopération transfrontalière pour adapter les compétences. Et comment ces dynamiques mondiales vont se traduire dans la grande région ? Tout d'abord, comment nos 5 versants sont-ils différemment exposés aux États-Unis et à la Chine, créant des vulnérabilités territoriales différentes ? Ensuite, comment la tension des 5 secteurs stratégiques, je vous les répète, pharmacie, chimie, métallurgie, machine-outils et automobile, est accentuée par les tarifs américains et la concurrence chinoise ? Et quel est leur poids dans notre économie ? Et enfin, où se concentre cet emploi industriel ? Comment nos territoires sont exposés donc de manière asymétrique ? La grande région, vous le voyez, n'est pas un bloc homogène face aux tensions commerciales, mais plutôt une mosaïque de territoires aux vulnérabilités différentes. La Wallonie, c'est 78% vers les États-Unis sont pharmaceutiques. C'est une hyper-spécialisation unique en Europe, qui fait de la Wallonie un leader mondial, porté par le Brabant wallon avec 2 géants, GSK et UCB. Mais cette vulnérabilité cette force crée aussi une vulnérabilité. Trump a décidé de frapper d'une manière forte la R&D pharmaceutique européenne et les produits pharmaceutiques. Pour la Sarre et pour la Lorraine, c'est des profils similaires, dominés par l'automobile, 58% en Sarre, 50% en Lorraine. Mais là aussi, ça les rend vulnérables aux tarifs américains sur l'acier de 50%, l'automobile 15%, et évidemment la concurrence chinoise agressive sur les véhicules électriques. Le Luxembourg, lui, montre un profil centré sur la métallurgie, 43%, et avec une diversification vers les machines, 25%. La Rhénanie-Palatinat, alors elle, affiche un profil plus équilibré. Les machines-outils, c'est 30%, la chimie, 20%, la métallurgie, la pharmacie et l'automobile se partageant le reste. Et cette diversification est un atout pour eux. Mais cette asymétrique des spécialisations nous pose, pour nous, grande région, un problème de gouvernance majeur. Comment construire une réponse collective cohérente quand les territoires ne sont pas frappés par les mêmes menaces ? Et cette exposition différenciée aux États-Unis se double d'une exposition à la Chine. Examinons maintenant ces tensions. La menace est double et nuancée. Vous voyez à gauche les tarifs douaniers américains appliqués en 25 à un autre secteur clé. L'acier, 50%, plus des quotas limitant les volumes. L'automobile, 15%, avec une menace de remontée à 25%, si nos constructeurs ne s'alignent pas sur les desiderata américains. La pharmacie, la chimie et les machines-outils, 15% aussi. Et comme je l'ai dit, ça érode donc les marges de nos entreprises. À droite, vous voyez les exportations de la Chine, qui restent un marché majeur, notamment pour les machines industrielles, qui représentent une part importante des exportations de la Sarre, de la Lorraine et de la Rhénanie-Palatinat. Et je souhaite porter votre attention sur un point important. Le risque chinois est d'une nature différente du risque américain. Avec les États-Unis, nous faisons face à des tarifs douaniers importants. Avec la Chine, c'est plus insidieux. C'est un risque de concurrence croissante et de substitution progressive. Les machines chinoises gagnent rapidement en sophistication et concurrencent désormais directement notre Mittelstand allemand. Les surcapacités chinoises, à savoir l'acier et la chimie, créent aussi une pression déflationniste sur les marchés mondiaux. Et si l'Europe décidait de se protéger davantage contre les importations chinoises, nous risquons malheureusement un effet ciseau. La riposte chinoise affecterait lourdement nos exportations de machines, secteur crucial pour la Rhénanie et la Sarre. Regardons maintenant leur poids réel dans l'ensemble de nos échanges commerciaux. Ces 2 figures vous montrent pourquoi ces 5 secteurs constituent la clé de voûte de notre économie régionale. À gauche,
Il représente 71%, je dis, vers les pays hors UE. À droite, ces secteurs pèsent encore 55% de nos échanges à l'intérieur de l'UE. C'est colossal. Plus des 2/3 de notre commerce extérieur repose sur ces 5 piliers industriels. Cette concentration témoigne de notre excellence, de notre compétitivité, mais c'est aussi une vulnérabilité majeure. Et si un des secteurs trinque, c'est toute l'économie grande région qui trinque. Regardez maintenant les profils territoriaux sur ces figures. Le cœur Sarlor-Lux montre une spécialisation identique centrée sur métallurgie, l'automobile et machines. C'est l'héritage de notre histoire sidérurgique et de la reconversion automobile. Cette convergence des spécialisations entre la Sarre, la Lorraine et le Luxembourg démontre qu'il y a un potentiel énorme de coopération transfrontalière dans ces filières entre ces 3 pays. La Rhénanie-Palatinat, elle, affiche une double spécialisation forte, la chimie, Ludwigshafen, et les machines, des caractéristiques avec les PME familiales ultra spécialisées, très exportatrices. Et la Wallonie, elle se démarque clairement par l'importance majeure de la pharmacie. Pour eux, le secteur des machines est très marginal. Ce qui est frappant, c'est que ces mêmes profils se trouvent aussi bien dans les exportations extra-européennes qu'intra-européennes, confirmant qu'il s'agit de spécialisations structurelles et non pas conjoncturelles ou d'opportunités de marché. Donc, elle se traduit donc par une géographie très concrète de l'emploi industriel que nous allons examiner maintenant. Voyons maintenant où se concentrent ces secteurs. Une analyse de l'emploi confirme une spécialisation industrielle ultra concentrée. Pour le pôle pharmaceutique, je vous l'ai dit, dans le Brabant wallon. Pour le pôle chimie, à Ludwigshafen. Pour les secteurs automobiles métallurgiques, Saarbrück et Thionville. Et l'excellence industrielle est très localisée sur des pôles d'activité spécifiques qui créent évidemment une forte valeur ajoutée. Pour les pôles périphériques, vous avez 2 pôles périphériques. C'est le pôle du Brabant et le pôle de chimie. Le pôle du Brabant concentre 58% de l'emploi pharmaceutique régional. Ludwigshafen, lui, concentre 56% de l'emploi chimique de la grande région. Et concernant les pôles historiques de Sarlor-Lux, la métallurgie domine avec 17% de l'emploi industriel à Sarlouille et à Thionville. Le secteur automobile est très critique dans les bassins de Saarbrück, 37%, Val-de-Brie, 52% et Kirchmesser, 60%. Et les machines équipements, je l'ai déjà dit, sont le fer de lance des PME allemandes. Et le revers de la concentration, c'est que ces pôles, bien que performants, sont extrêmement sensibles, vous l'avez vu, au choc externe. Cette forte concentration est à la fois notre plus grande force et notre plus grande faiblesse. Examinons maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, les 2 pôles périphériques qui sont importants, de la chimie et de la pharmacie. À gauche, l'industrie chimique est dominée par Ludwigshafen. 56% de l'emploi chimique régional avec le site de BASF, qui est unique au monde. Sur 10 km², vous avez 200 installations interconnectées. Et dans l'arrondissement, 60% des salariés travaillent dans la chimie. C'est un taux exceptionnel en Europe. D'autres bassins existent, en Wallonie et en Lorraine, à Écarlin. À droite, vous avez l'industrie pharmaceutique, 5% de l'emploi industriel, mais qui a une très forte valeur ajoutée. Le Brabant, je ne reviendrai pas, et ce pôle accueille, évidemment, je l'ai expliqué, une forte spécialisation. Et en Allemagne, vous avez le second pôle, Mayence, 19%, avec BioNTech. Ces pôles sont donc périphériques, mais tournés vers l'extérieur, pas vers d'autres cœurs historiques. On arrive sur le corps historique le cœur industriel. Vous voyez à gauche que la métallurgie se concentre sur le triangle Sarlor-Lux. On ne va pas revenir, vous les connaissez, Sarlouille, Thionville. C'est l'héritage de notre histoire. Vous l'avez dit certainement avant que j'arrive. Il faut savoir que nous produisions à un moment 30% de l'acier européen. Localement, la métallurgie dépasse souvent 30% de l'emploi. Mais aujourd'hui, les défis sont existentiels. Il y en a 3. 1, la concurrence chinoise et turque. 2, les coûts énergétiques élevés. 3, la nécessité de décarbonation. Et à droite, vous voyez que l'automobile présente aussi une concentration dramatique. La moyenne régionale est à 9,7%. Mais la Sarre, c'est 21% et la Lorraine, 12%. On a des concentrations extrêmes, 37% à Saarbrück, 52% à Val-de-Brie. Cette hyper-spécialisation, qui était hier une fierté, je l'ai dit, devient donc
une angoisse. Face à la triple crise de la transition électrique destructrice d'emploi, un moteur thermique, c'est 2000 pièces. Un moteur électrique, c'est 200 pièces. La concurrence chinoise féroce sur les véhicules électriques. Des tarifs américains élevés. Mais après le secteur des machines, voyons maintenant les machines et équipements. C'est le cœur du dispositif allemand. C'est 11,7% de l'emploi industriel régional. Mais c'est la Sarre et la Rhénanie-Palatinat qui dominent, 18,6% et 14%. Les PME allemandes sont exportatrices à 70-80%. En contrat, la Lorraine et la Wallonie restent marginales, 3 et 4%. Et à l'échelle locale, je ne vais pas revenir. Et ce modèle, lui, est confronté à 3 défis majeurs. La transformation numérique, l'IA, Industrie 4.0, la transition écologique et l'émergence, on l'a déjà dit, d'une entreprise chinoise qui gagne en gamme. Maintenant, regardons la géographie de l'emploi. On a 2 vulnérabilités structurelles majeures pour notre territoire. Premièrement, une concentration géographique extrême. Dans des bassins, comme je l'ai dit, Val-de-Briey, 50 à 60% de l'emploi industriel local. Ça génère une excellence remarquable, mais une fragilité considérable. Un choc externe et toute l'économie locale est frappée. Deuxièmement, une fragmentation, ça c'est aussi important, centre-périphérique. Les pôles chimiques, on l'a vu, aux pharmaceutiques, sont tournés vers d'autres métropoles. Les Wallons, c'est vers Bruxelles. La Lufthansa, c'est vers le Rhin-Neckar. Alors que notre cœur historique reste concentré sur la sidérurgie, la métallurgie et l'automobile. Et cette configuration pose une vraie question stratégique. Comment construire ces pôles pour construire des chaînes de valeur transfrontalières intégrées, exploitant leur complémentarité actuelle? Comment construire donc cette résilience transfrontalière face à ces défis industriels? En jouant sur notre cœur historique et en décrochage, en jouant sur les obstacles à l'intégration et en jouant sur des leviers d'action collective. Ces 2 figures dressent un constat sur la santé économique du cœur transfrontalier de la grande région, couvrant le trio, je répète, Sarre-Lorlux, plus les provinces wallonnes de Liège et Luxembourg et la région de Trèves. À gauche, vous voyez l'évolution du PIB depuis 2010 en base 100 2015. La ligne bleue représente la moyenne de l'Union européenne. Et la Sarre, la Lorraine, croissent moins vite que cette moyenne déjà très faible. C'est un premier signal d'alarme. Et à droite, une évolution vous montre l'évolution de la productivité réelle du travail par personne. Vous voyez qu'il y a un tassement généralisé. La Sarre et la Lorraine affichent des gains de productivité inférieurs à la moyenne européenne. Et même le Luxembourg, longtemps locomotive de croissance grâce à son secteur financier, voit sa dynamique ralentir. Pourquoi cette inquiétude? Parce que quand notre productivité stagne et que nos concurrents américains et asiatiques investissent, et Hervé l'a dit, massivement, il faut énormément de capitaux dans l'automatisation, la robotisation et l'intelligence artificielle, nous accumulons un retard compétitif qui devient de plus en plus difficile à combler. Les causes: vieillissement de notre appareil productif dans l'industrie lourde, difficulté de retenir et d'attirer les talents, la fragmentation transfrontalière qui génère des inefficacités et le positionnement sur des secteurs matures à faible croissance de productivité. Le verdict est il n'est pas sombre, mais il faut avoir le constat. Le cœur s'essouffle, tandis que les périphériques regardent vers l'extérieur. Donc regardez. Maintenant, ça c'est intéressant parce que c'est une carte de densité de population qui révèle en fait, elle explique pourquoi nous peinons tant à agir comme un bloc économique uni. Vous voyez que le cœur transfrontalier, qui est en jaune, est séparé par des grandes bandes rurales avec nos pôles périphériques. Et ces pôles périphériques regardent à la fois vers Bruxelles, ils regardent vers Mannheim, ils regardent vers Francfort, donc ils ne regardent pas vers d'autres cœurs historiques. Et ce morcellement géographique et ces orientations hétérogènes constituent un obstacle fonctionnel majeur à la construction d'une stratégie économique commune. La grande région n'est pas un espace économique homogène, mais une juxtaposition de territoires aux dynamiques largement autonomes. Et cette fragmentation se double aussi d'obstacles institutionnels, administratifs.
Nos frontières terrestres freinent notre capacité d'action collective. Elles ne sont pas simplement des lignes sur une carte, mais des barrières réelles qui génèrent surcoûts et ralentissements. Les obstacles administratifs, fiscaux, sociaux pèsent lourd sur nos entreprises et nos travailleurs. Les barrières linguistiques, les frontières, la Commission européenne a fait une étude, réduit nos échanges commerciaux d'environ 20%. On ne veut pas donc réagir comme d'autres régions européennes. Et abordons maintenant une dimension fondamentale de la souveraineté, l'innovation. Edwige en a un peu parlé, et regardons d'abord notre effort de recherche à la hauteur des enjeux européens. Ces dépenses illustrent la dépense intérieure de recherche-développement et pourcentage du PIB en euros par habitant pour l'UE, la zone euro et les partenaires de la grande région. Il apparaît que l'intensité des dépenses de R&D des partenaires est plus faible que celle de l'UE. On le voit. C'est un indicateur de la sous-exploitation potentielle de notre capital scientifique et technologique. Et cette faiblesse qui est agrégée, masque en fait la force de notre recherche publique et académique, donc que nous devons absolument mobiliser. C'est toute la démonstration d'Edwige. Or, notre grande région dispose d'une recherche publique et académique d'excellence, d'atouts majeurs avec la présence de près de 7000 étudiants inscrits en doctorat à l'échelle transfrontalière, qui représentent notre matière d'innovation de demain. Le défi n'est pas l'absence de potentiel, mais son manque de valorisation. Et je vous laisse lire cette citation qui incite sur la sous-exploitation de notre potentiel d'innovation, un besoin de mutualisation et de coopération à l'échelle européenne. Nos chercheurs, malheureusement, travaillent surtout sur leur propre stratégie de spécialisation intelligente et peu avec les acteurs de l'autre côté de la frontière. Donc cette intégration n'est plus une option, mais c'est un impératif. À présent, parce qu'il y a des leviers qu'on peut mobiliser. Premièrement, la grande région donc, fait face à des pressions réelles, des vulnérabilités asymétriques, vous l'avez vu, face aux guerres commerciales, une fragmentation territoriale causée par nos frontières internes et un double décrochage économique, à la fois par rapport à l'Union européenne et au reste du monde. Mais cette situation donc, nous impose un choix stratégique, la résilience qui passe par une action décisive, dépasser nos frontières pour libérer le potentiel que nous avons. Et nous avons disposé de secteurs d'excellence sectorielle et de complémentarité que nous n'exploitons pas assez encore aujourd'hui. Et nous pourrons nous appuyer aujourd'hui, mais c'est deux leviers, entre autres, ce n'est pas les seuls. D'abord, un nouvel outil européen, l'initiative Bridge for You pour accélérer notre transformation. Ça a été porté par le Grand-Duché de Luxembourg. L'objectif, c'est de lever tous les verrous entre les différents acteurs des différents versants. Et notamment pour nos entreprises, ça peut être un outil très intéressant. Alors, je ne dis pas que ça va se réaliser du jour au lendemain, mais c'est un outil que la Commission européenne a déjà mis en place. Et puis, une initiative grand régionale, nous avons développé un réseau européen de coopération industrielle, environnementale et sociale, RESIS, avec les partenaires de la grande région sur tout ce qui est accélération de projets industriels transfrontaliers. Merci. Bravo, Joël Berger, pour cette présentation extrêmement bien documentée, extrêmement précise et fort intéressante, qui nous fait prendre, s'il fallait encore prendre conscience de certaines réalités auxquelles il va falloir réagir, je crois, vite. Juste avant de céder la parole à la salle, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur RESI ? Alors, RESIS, c'est un réseau européen de coopération industrielle, environnementale et sociale qui associe tous les acteurs des territoires des 5 versants pour porter une ambition de coopération et de développement à l'échelle industrielle, à l'échelle européenne. Ce partenariat est porté par le C2IP, qui est un acteur lorrain, présidé par Valérie Debourg, première vice-présidente du Conseil régional de Grand Est, et nous sommes chefs de file de ce réseau européen de transfrontaliers. Il mutualise et mobilise les acteurs, les expertises techniques, stratégiques, numériques pour renforcer la compétitivité et soutenir la transition industrielle des entreprises. Les secteurs visés, on les a vus, je ne vais pas revenir. Aujourd'hui, je peux vous assurer que RESIS est un concept réussi au niveau de la grande région. Pas par rapport aussi, mais je vois les Allemands participent pleinement, les Luxembourgeois, les Rhénans, les Wallons. Donc il y a une vraie appétence. Et les Lorrains encore plus, puisque nous sommes chefs de file. Depuis 2021, ce sont plus de 57 entreprises euro-accélérées portant 2500 emplois et un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros. Mais ce RESIS 1,
qui était simplement un réseau d'accélération de projets industriels. Jérôme était là. Le conseil d'administration du C2I m'a décidé que nous allons passer à RESIS 2. On va changer de dimension. On passe d'un réseau d'accélération de projets industriels à une organisation stratégique dotée du statut juridique européen à travers la création futur d'un groupement européen d'intérêt économique. Et c'est dans ce cadre-là, on continuera à accompagner les projets industriels, mais on va travailler maintenant sur des programmes, et vous allez l'évoquer demain à terme, sur l'hydrogène et d'autres. Vous avez parlé des data centers. Il y a un projet, on est dedans, mais pour le moment, c'est un petit peu, je ne peux pas en parler, mais et qui seront révolutionnaires. Ça ne sera pas des simples data centers. Et l'objectif, c'est de créer une toile de supercalculateurs sur cette grande région. On ne dit pas qu'on arrivera, mais il y a des projets qui existent déjà. Alors, ça prend du temps et des capitaux. Et nous essaierons, et ça je rejoins Hervé, de créer une ingénierie de financement complémentaire. Pas de créer un nouveau fonds pour la grande région, ça prendrait 10 à 15 ans. Par contre, je pense qu'on pourrait articuler des différents dispositifs qui existent sur la grande région au bénéfice de nos entreprises lorraines, sarroises. Je vous donne un exemple. Le LIST, organisme luxembourgeois. Le gouvernement luxembourgeois finance des programmes de recherche du LIST associés avec une entreprise. Et ils ont décidé que maintenant, les entreprises, si c'est une entreprise lorraine, ils financent. Ou sarroise, ou wallonne. Donc vous voyez, il y a des choses. Simplement, comme vous l'avez dit les uns et les autres, et comme a dit Edwige, c'est de travailler ensemble. C'est comment essayer de créer cette confiance. Et moi, je pense qu'on a un vrai potentiel dans cette grande région. C'est 770 000 emplois industriels. C'est 74 millions de milliards de chiffres d'affaires. Les doctorants. Donc, on a un vrai potentiel. Je voulais mais montrer le contexte, parce que si on ne connaît pas les dangers, on avance avec un bandeau sur les yeux. Mais malgré ces dangers russes, chinois, américains et russes peut-être, on a un vrai potentiel. Merci encore. Merci pour ces propos qui nous portent l'espoir, et espérons que tout ça se concrétise rapidement. Des questions ? Déjà une remarque, en tant qu'ancien président de l'ALS, je suis très fier d'avoir intégré Joël Berger et Edwige dans l'ALS. Et puis, je voudrais dire au docteur Joël Berger qu'il a fait un excellent diagnostic. Ça me paraît évident, et qu'il nous a bien montré qu'il faut quitter l'époque des bisounours, et puis peut-être aussi celle du Tanguy de l'Amérique, qui était un petit peu l'Europe. Mais quand on regarde les propositions que tu fais, dépasser les frontières internes, est-ce qu'il faut recréer l'ancienne Lotharingie, basse et haute, et finalement créer un nouvel État avec ses complémentarités? Et tu as bien montré les orientations très diverses des différents pôles. Est-ce qu'il y a lieu de les équilibrer, ou est-ce qu'il y a lieu de les renforcer chacun à son endroit en favorisant la collaboration et éventuellement la mobilité des travailleurs au sens large? Alors, pour la Lotharingie, quand on a lancé le RESIS, l'euro-accélérateur, on avait 2 commissaires européens, Thierry Breton et Nicolas Schmitt, qui nous ont dit « ça nous intéresse ». Parce que vous êtes aujourd'hui un champ d'expérimentation pour les euro-régions transfrontalières. Donc la Commission européenne, regardez, alors je ne sais pas la nouvelle, parce qu'ils ne sont plus... je dis rien parce que c'est fixé. Mais ils sont intéressés. Donc les euro-régions, il faut que nous se saisisse de notre capacité et de cette configuration unique en Europe, pour essayer d'expérimenter des choses qui n'existent pas ailleurs. Merci. Une autre question ? Oui, ma question sera brève, s'adresse d'ailleurs aux 2 intervenants. Est-ce que le fait que l'Alsace soit dans le Grand Est, mais pas dans la grande région, ne cause pas quelques difficultés, ne soulève pas quelques interrogations supplémentaires? Qu'est-ce que vous appelez l'Alsace, au juste? Ça, c'est pour Joël. Alors, l'Alsace, elle regarde vers le Rhin supérieur. Donc, c'est inférieur. Donc, c'est pas gênant. Nous, c'est la force des différentes parties du Grand Est. Plus on les renforce, plus l'ensemble est gagnant. Donc, c'est pas gênant. Mais institutionnellement, la grande région, alors, c'est même plus... C'est 3 départements lorrains, c'est pas le 4e, les Vosges, parce que c'est des départements frontaliers, même si nous, on intègre les Vosges. Et
le Grand-Duché, voilà. L'Arénie Palatina de Coblence jusqu'à Trèves, et la Wallonie de Liège à Arlon. Moi, j'ai compris de la question de M. El-Gamal que s'il y avait des changements à faire, autant que ce soit tranchant. Une autre question. C'était des questions posées. Ok? Se séparer d'une barème patientale. Ah, c'est indépendant. La structure géographique est différente du Grand Est. Oui. Il peut y avoir une autre structure. C'est sûr que sur la partie grande région, il y a l'université de la grande région aussi qui est sur le même périmètre. Donc on a une histoire assez ancienne là sur ces partenariats transfrontaliers. De l'autre côté, l'université de Strasbourg a EUCOR, pour lequel elle a associé aussi l'université de Mulhouse. Donc il y a deux dynamiques qui vivent leur vie, vous savez bien. Pour le CNRS, il se trouve qu'il y a aussi deux délégations parce que la densité de population CNRS en Alsace est équivalente à la densité de population CNRS sur Lorraine, Champagne, Ardennes, Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on est sur un potentiel scientifique au sens du nombre d'agents CNRS qui est assez important. Et c'est pour ça qu'il y a une représentation locale. Et je ne pense pas que ça bougera tout de suite. Et puis, il y a des attentes qui ne sont pas forcément les mêmes. En fait, on ne s'est jamais regardé quand même. Il faut se redire que je crois me souvenir que quand la région Grand Est a été créée, certains pleuraient d'être avec nous. Ah oui. Mais nous, on les aime, c'est pas le sujet. Hein, on veut bien être tous ensemble. C'est juste une question de vocabulaire. Vous avez utilisé différemment deux mots pour recouvrir à peu près la même chose, qui était intégration et collaboration. Alors c'est peut-être une ambiguïté de rédaction. Est-ce que c'est aussi une ambiguïté de stratégie? Ce qu'on a toujours essayé de développer, c'est une politique de coopération. C'est de partir des projets et des territoires. Il faut renforcer l'intégration par rapport aux outils institutionnels. Voilà. Mais c'est vrai, il y a une certaine ambiguïté. Alors tout d'abord, un grand merci pour cette magnifique présentation, qui rend pas très optimiste. Je veux dire, on a tous conscience d'un certain nombre des défis que vous avez soulevés, mais enfin, vous en avez montré l'ampleur en ce qui nous concerne. C'est assez impressionnant, je dois dire. Alors, face à ces défis, on a un peu l'impression que les actions que vous montrez sont pas vraiment dirigées dans le sens des défis tels que vous les avez soulevés. Vous avez montré une région dont les structures face à ces défis sont très différentes. Alors, conceptuellement, on peut se dire, si tout ça est homogénéisé, ce serait peut-être mieux. Mais enfin, concrètement, pour les homogénéiser, il faudrait que les gens puissent bouger, il faudrait que les entreprises puissent bouger, il faudrait que les capitaux puissent bouger. Est-ce que ce que vous nous montrez comme action est vraiment au niveau de l'ampleur de ces défis? Ce n'est qu'une action. Attendez, c'est qu'une action au niveau des projets industriels. Et on commence cette action. Mais je peux vous assurer qu'à l'Eurocommission, les entreprises allemandes demandent de plus en plus des partenariats industriels avec des entreprises lorraines, des entreprises et inversement. Aujourd'hui, les industriels ont pris en compte la dimension des problèmes et des défis. Et ce qui n'était pas vrai encore il y a 2-3 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, les chocs mondiaux et les chocs géopolitiques ont amené les industriels à prendre en compte ces défis. Et du coup, ils travaillent ensemble et ils créent ce qu'a dit Edwige, la confiance. Aujourd'hui, j'ai mes industriels allemands qui travaillent, j'ai même un industriel luxembourgeois qui veut s'installer sur le territoire lorrain. Donc, et inversement. Une toute dernière question, très courte. C'est plus une petite information grâce à l'université de la Grande Région. Juste avant de partir en retraite, j'étais impliqué dans cette action et on a monté en matière d'information en quelques semaines un démonstrateur d'un ensemble de wiki trilingues dans lequel on pouvait exprimer, je dirais, la présentation de chaque domaine universitaire et avec une expérience sur un point commun qui était l'eau. Donc je pense qu'en matière d'information, le fait, on est trilingue, français, allemand, et puis du coup, on peut être bon en anglais ensemble. Alors, nous dans notre démarche, on travaille toujours, nous,
en français et en allemand. La Commission européenne finançant des interprètes. Ce qui permet aux chefs d'entreprise de parler de sa langue d'origine. C'est plus facile pour entrer dans les technos. Merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de me présenter.